sentiment d'être mis devant un fait accompli. Je crois que c'est des questions qui peuvent être corrigées, qui peuvent être réparées. Il serait bon qu'aujourd'hui on parle du plan stratégique national de développement que le président de l'Auguste Assemblée connaît très bien parce qu'il en a été aux commandes il y a quelque temps. Donc je crois que tous ces éléments de planification devraient pouvoir également passer devant les chambres parce que c'est là que s'expriment les priorités. Et c'est là que s'expriment les raisons pour lesquelles on donne priorité à telle province et pas à telle autre. C'est là que, et ces raisons, elles relèvent d'une analyse qui doit être partagée avec les chambres. Cette analyse est généralement fondée sur des critères objectifs du type pauvreté. On voit comment évolue la pauvreté à travers les provinces. On identifie des poches de pauvreté, des poches, et c'est chiffré, c'est le résultat d'études chiffrées. On identifie également des poches de fragilité, qui n'est pas toujours la même chose que pauvreté. Et ces différents éléments d'analyse conduisent à affecter les ressources, aussi bien les ressources de l'État que celles des partenaires. Et c'est cette discussion qui se fait entre nous et nos partenaires qui conduit à ces différents documents de stratégie pays que nous avons avec chacun de ces principaux partenaires. Mais si malheureusement tout cela échappe aux chambres, eh bien on aura toujours cette grande frustration et je pense qu'on peut le corriger. Eh bien, vous avez souhaité que nous revenions en septembre pour vous expliquer, disons, vous rendre compte de l'évolution d'un certain nombre de projets. Je pense qu'il faudrait également, si votre temps le permet, avoir des séances de discussion sur le plan stratégique national de développement, où on comprendra mieux la logique qui exprime les priorités. Et cette logique qui conduit à l'identification de projets dans différentes provinces. Et c'est à ce moment-là que des rectifications peuvent se faire. Même si le plan existe, il est déjà approuvé en cours de mise en œuvre, rien n'empêche que chaque année il soit revu et qu'il fasse l'objet d'une mise à jour. Donc mon souhait, c'est qu'au moment où on viendra avec les projets, on prenne le temps de nous mettre à jour sur le plan stratégique de développement national, de manière à ce que chacun des territoires que vous représentez comprenne la logique nationale et puisse s'y retrouver et éventuellement formuler des recommandations pour que soient mieux prises en compte les réalités de son territoire. Parce que c'est cela le développement finalement, et vous êtes les représentants de ces territoires. Donc je suis tout à fait ouvert à ce souci de renforcer le suivi. Je pense qu'il faudrait qu'on le renforce dans les processus législatifs pour que vous soyez vraiment mieux informés en amont et que vous ayez une plus grande part dans la définition de ces priorités au niveau stratégique. À ce moment-là, que ce soit le budget de l'État mis en œuvre par le gouvernement ou l'aide publique qui vient des différents bailleurs, ces deux éléments auront l'obligation de se soumettre à une planification stratégique à laquelle vous seriez réellement partie prenante. Et donc, je pense qu'on peut améliorer sur ce plan, mais qu'à cela ne tienne, j'ai pris très bonne note de votre souhait de nous voir revenir, vous présenter plus en détail les différents projets et trouver le temps de justifier comment ils sont mis en œuvre, comment ils sont réellement concrétisés sur le terrain. Et je crois que le souci que vous avez exprimé doit être un souci permanent et général. Parce que nous avons besoin de votre regard, pas seulement quand nous venons ici occasionnellement, mais parce que vous avez vos répondants localement qui peuvent peut-être mieux vous informer, mieux nous informer sur ce qui se passe sur le terrain, sur la réalité de ces projets, sur d'éventuels problèmes de gouvernance autour de ces projets, et nous alerter en temps utile pour que nous puissions réagir. Donc vraiment, le souci exprimé est également le nôtre, et je pense que nous devons travailler la main dans la main, c'est votre responsabilité en tant que parlementaire. Et là, je parlais de l'aspect travail parlementaire. Mais au-delà du travail institutionnel, par le Parlement que vous représentez, il y a le travail individuel que chacun des ressortissants du territoire peut exprimer. Et moi, j'aurais souhaité que lorsque l'on discute de certains projets en cours de formulation, qu'il y ait au moins vos représentants qui se manifestent un peu plus. Parce que vous représentez les gens qui sont concernés par ces projets. Soit vous directement, soit à travers des organisations de la société civile de vos territoires qui sont en lien avec vous. Je pense qu'il est important que même lorsqu'on discute de la formulation de ces projets,
qu'on s'assure que on est en phase avec les territoires et on est en phase avec la politique nationale. Et donc, à ces deux niveaux, vous avez évidemment un grand rôle à jouer. La deuxième grande préoccupation, disons, j'en ai parlé indirectement, sur le choix des provinces et sur la question du suivi, les deux se rejoignant. Je pense que si nous nous mettons la main dans l'esprit de ce que je viens de dire, nous pouvons régler ces deux questions rapidement et faire avancer le pays de manière apaisée et en nous comprenant mutuellement, en échangeant mieux. Le troisième et dernier point que j'ai noté, c'est la compréhension, et je m'en réjouis, la compréhension que vous avez de l'urgence. Effectivement, développer, gérer, ça n'a jamais été facile, parce qu'il y a beaucoup de processus à gérer en même temps, et souvent le temps n'est pas toujours un allié, un bon allié. Et donc, que vous soyez, comme vous l'avez exprimé, très compréhensif du souci de l'urgence, ne peut que nous conforter dans notre travail, et cela d'ailleurs est en phase avec la mission que vous nous avez donnée, que vous avez donnée au gouvernement dont je suis issu, c'est-à-dire une mission de combat. Et donc nous sommes dans cette urgence-là, qui correspond à l'instruction que vous nous avez donnée, au mandat que vous nous avez donné. Il y a certains projets qui ont été signés en mai, le 28 mai, je crois que le plus ancien date du 28 mai 2020. Comprenez que c'est quand même préoccupant que maintenant, aujourd'hui, en juin 2021, ces projets n'aient pas encore été ratifiés. Donc, que nous venions vers vous en urgence, parce qu'il y a eu entre-temps un processus politique que vous connaissez, mais ce processus politique, c'est le vôtre, c'est vous qui en avez décidé, et c'est vous qui nous avez donné un mandat, celui d'un combat pour accélérer les choses. Donc, que nous venions ici dans ces conditions n'est que conforme au mandat que vous nous avez donné, et nous nous réjouissons de cette compréhension pour aller plus vite, pour faire avancer les choses, parce que le temps est une denrée très rare en matière de développement. Chaque jour qui compte, chaque jour compte, et chaque jour de perdu est une action de perdu, est un résultat perdu et parfois même de l'argent perdu. En dehors de ces trois grandes préoccupations, certains honorables sénateurs ont manifesté le souci de voir l'argent dépensé dans le cadre des projets correspondre à certaines réalités et ne pas servir uniquement à financer les mêmes partenaires. C'est un souci qui est très légitime, qui est tout à fait légitime et qui est d'ailleurs ancien. Mais, rassurez-vous, ce souci a beaucoup évolué dans la discussion avec les bailleurs de fonds. Au moment où on formule des projets, cette préoccupation revient constamment. Et il y a des normes aujourd'hui qui s'appliquent en cette matière pour éviter ce type de dérapage qui a existé dans le passé. D'abord sur le recours à l'expertise nationale. Le principe est constamment mis sur la table dans les discussions techniques pour nous assurer que l'expertise nationale trouve sa place. Et ensuite, pour ce qui est de l'expertise internationale, généralement on fait référence à des coûts moyens qui sont plus ou moins connus et qui sont comparés. Donc, dans la mesure où le travail est bien fait, et je pense qu'il a été bien fait, eh bien, ces projets ont des garde-fous qui permettent d'éviter de tomber dans ces travers où tout l'argent repart sous forme d'expertises diverses, comme cela a été manifesté. Alors, l'honorable Kimbuta a parlé de 40%, je voudrais le rassurer sur le fait que ce n'est plus possible aujourd'hui que 40% retournent vers les bailleurs de fonds. C'est d'ailleurs contraire à tous les principes de la déclaration de Paris, etc. Et tout est fait pour éviter de tomber dans cela. D'ailleurs, il y a des ratios. Tout ce qui est fonctionnement d'un projet, pour mettre en œuvre un projet, ne doit pas dépasser 10%. Et donc, on veille à ce que les ressources qui sont mobilisées pour un projet servent effectivement au projet. Et ensuite, que tout ce qui sert en expertise extérieure soit totalement limité et plafonné. Mais votre vigilance est la bienvenue et nous continuerons d'exercer la même vigilance dans nos discussions avec nos différents
partenaires. Dernière préoccupation qui a été soulevée, celle en rapport avec les fonds de contrepartie. Effectivement, souvent, il est question de mettre en place, disons, de dégager une partie des ressources par la partie nationale sous forme de fonds de contrepartie. Ce n'est pas systématiquement le cas pour chaque projet, ça ne se présente pas toujours de la même manière. Mais il y a un principe général en matière d'aide publique au développement qui veut que toutes les acquisitions qui sont faites dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme, c'est-à-dire l'achat d'équipements, etc., soient faites hors taxe. Hors taxe, parce qu'on suppose que l'argent des bailleurs de fonds est considéré comme hors taxe et la partie que nous supportons en termes de dépenses fiscales, c'est-à-dire en termes d'exonération, est assimilée à une contrepartie de la partie nationale, c'est-à-dire l'effort national pour la mise en œuvre d'un programme. Et donc, nous n'avons pas noté jusqu'à présent un problème particulier de fonds de contrepartie qui n'a pas été déboursé, ou qui a été attendu mais qui n'a pas été fait. Mais si tel est le cas, cela sera fait. Je sais que tout récemment, dans le cadre de l'aménagement comment on appelle ça, à Lemba-Yimbu, on est en train, avec la Régie des eaux, de mettre en œuvre des infrastructures pour l'approvisionnement en eau de cette partie de la capitale. Je sais que nous avons, en ce moment précis, c'est un financement sud-coréen, en ce moment précis, il nous est demandé, dans le cadre du contrat, de prendre en charge le déplacement de certaines populations, c'est environ $1 million. Eh bien, j'ai donné instruction pour que ce $1 million soit payé, pour ne pas retarder ce projet, parce qu'il est urgent pour approvisionner en eau toute cette partie de la capitale. Donc, nous nous efforçons d'être vigilants pour éviter que la responsabilité de la partie congolaise ne soit pas assurée, parce que ça fait partie de la qualité du dialogue que nous avons avec nos partenaires, et ça fait partie également de l'efficacité dans la mise en œuvre de ces projets. Alors, pour terminer, je voudrais vous remercier. L'honorable Makila nous a prévenu que la prochaine fois, il sera beaucoup plus strict, beaucoup plus regardant. Mais moi, je voudrais lui dire au contraire que nous sommes en train de potentiellement battre un record. C'est que le 12 mai, nous avons adopté au gouvernement un projet de loi sur Kin et Lenda, $500 millions, dont 250 en prêt. Eh bien, si nous parvenons, si aujourd'hui votre auguste Assemblée accepte de procéder à la ratification de cet accord, eh bien, nous aurons battu un record. Du 12 mai avant fin juin, obtenir une ratification, c'est rare, c'est très rare dans les annales de notre processus législatif. Et je crois que si on réussit ça, c'est plutôt un sujet de fierté. Ça veut dire que nous prenons conscience, aussi bien le gouvernement que les chambres, de l'urgence des questions de développement. Et ce projet Kin et Lenda a pour objectif, entre autres, d'assurer 330 000 mètres cubes d'eau aux populations de la ville de Kinshasa. Et pour cette partie-là aux zones, assurer le raccordement de 100 000 nouveaux raccordements supplémentaires. Ça veut dire plus d'1 million de personnes de Kinshasa qui seront bénéficiaires de cette eau. Donc je crois qu'il y a lieu d'être fier de participer à cela, dans l'urgence telle que c'est fait. Et je voudrais remercier l'auguste Assemblée pour cette diligence et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous pouvez vous asseoir momentanément. J'ai quelques observations à faire. J'ai vu que le collègue Assoumani n'était pas d'accord lorsque vous avez dit qu'il n'y a aucun dossier en souffrance en ce qui concerne les fonds de contrepartie. Je vais juste lui donner la parole, après je ferai un petit commentaire avant de vous libérer, Monsieur le Ministre. Collègue Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous ai dit que le ministre a caché cet aspect de contrepartie. Je viens de suivre sa réponse, il dit qu'il n'existe aucun cas. Est-ce qu'il se souvient de Piram,
Si aujourd'hui nous avons Padrir, c'est parce que Piram a bien travaillé, mes collègues du Maniema m'écoutent, c'est parce que Piram a bien travaillé que Padrir est arrivé. Et Piram a besoin de 500 000. Le dossier a été fait ici. Je vous parle de 2 caucus, monsieur le ministre. Le caucus de l'Assemblée nationale m'écoute. Celui du Sénat, ils sont là, mes collègues. J'ai un dossier complet. C'est moi le président du groupe provincial. Et je fais de tout chez vous. Vous êtes toujours rare, vous ne recevez pas, vous êtes parti au Fonds monétaire international, ainsi de suite. Donc c'est 500 000, tout simplement. Si vous voulez, je vais vous produire le dossier. Et les fonctionnaires qui sont là, qui m'écoutent, ils sont dans les couloirs, monsieur le ministre. Ils sont dans les couloirs. Donc les dossiers existent bel et bien. Je vous dis, j'engage mes collègues, mes collègues élus de l'Assemblée nationale qui m'écoutent et ceux du Sénat qui sont là devant vous. Padrir, Piram, c'est pas Piram. Donc Padrir arrive parce que Piram a bien travaillé au Maniema. Et aujourd'hui, Padrir vient pour les 4 autres provinces. Piram a bien travaillé. C'est comme ça que Padrir arrive pour les 4 provinces du Kasaï, y compris Maniema, parce qu'au Maniema, on va terminer seulement Merci collègues. Vous prendrez contact avec le ministre pour finaliser ce dossier. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est pour des raisons de transparence, en fait, que nous avons engagé ce débat. Mais nous ne devons pas nous sentir fiers d'en train de discuter de 250 millions, de 400 millions, des dons, des aides. Nous devons plutôt fournir un effort pour quitter cette culture de la dépendance des aides extérieures. Après tout, 400 millions pour un pays comme le nôtre, chers amis, c'est quoi? Nous sommes là dans la culture de la pauvreté, de la cueillette, de la mendicité. Nous devons quitter cette culture-là. Je pense que les efforts à fournir, c'est sur le changement de comportement. Et j'ai beaucoup apprécié lorsqu'on a créé toute une section à la présidence de la République confiée à un conseiller spécial sur la matière du changement de comportement. Dans ce pays, il y a des ressources, mais le coulage des recettes est tel que, finalement, les ressources qui devaient revenir à l'État finissent dans les poches des individus, ou tout simplement, on ne les perçoit pas. Quelqu'un doit un impôt foncier, mais personne ne lui a jamais demandé de payer. Ok, il croise les bras et il avance. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense que nous devons tous prendre la résolution de contribuer au changement pour que nous puissions permettre au pays de ne plus trop dépendre de l'extérieur. Le collègue Kimbuta l'a dit ici, c'est une façon de parler. Quand il parle de 40%, c'est une façon de parler. Il y a des réalités, c'est vrai. Quand vous regardez dans les détails, bon, vous verrez que d'une manière ou d'une autre, la quantité qui finalement est affectée à l'exécution du projet est en tout cas pas consistante comme on l'aurait souhaité. Et donc, pour éviter tout cela, nous ne pouvons pas chaque fois nous tourner vers la Banque mondiale pour que nous puissions donner de l'eau à boire à nos populations. Et c'est pour cette raison que nous devons cette fois-ci prendre la résolution de faire exécuter correctement et convenablement le budget. Le problème, c'est l'exécution du budget de l'État. Nous adoptons des budgets, nous prévoyons des projets, mais lorsque nous faisons la réduction des comptes, c'est tout à fait autre chose. Alors, nous devons cette fois-ci dire que,
avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les choses doivent changer. C'est pourquoi nous l'avons suivi, parce qu'il a dit cette fois-ci, il y a une nouvelle méthode de gouverner le pays. Je pense que pour toutes ces questions liées au financement extérieur et tout ça, il faudrait qu'il y ait une certaine coordination pour rencontrer les préoccupations des uns et des autres, de manière à ce que si la Banque mondiale intervient dans 2-3 provinces, qu'on fasse de sorte que, par exemple, la Banque africaine de développement puisse intervenir dans d'autres provinces, que ce ne soient pas les mêmes provinces. Et si le FPI doit intervenir, on doit voir quelles sont les provinces qui jusque-là n'ont pas bénéficié d'une prestation de l'État. Et de cette manière-là, on pourra ne fût-ce que rencontrer les préoccupations des élus du peuple. Mais il y a une idée géniale qui avait été avancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de dire que cette fois-ci, le budget puisse affecter un montant, ne fût-ce qu'un dixième du budget à tous les 145 territoires. De manière à ce que si on a un dixième, si c'est 1 milliard, si c'est 750 millions de dollars, qu'on puisse affecter cet argent-là à tous les territoires de manière égalitaire. Si chaque territoire reçoit réellement 4 ou 5 millions de dollars, affectés aux routes, à la santé, à l'éducation, alors à l'électricité, en ce moment-là, cette fois-ci, le peuple va sentir que réellement, il existe un budget dans notre pays. Sinon, les mêmes plaintes vont revenir. Donc, nous devons formuler cette recommandation à l'endroit du ministre des Finances. Cette fois-ci, comme le budget n'est pas encore déposé, qu'on puisse dégager un dixième pour tous les territoires de la République et on va en assurer le suivi et le contrôle. Sommes-nous d'accord, chers collègues? Veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Monsieur le Président. Cette recommandation, c'est une recommandation, va être adressée au gouvernement, donc au Premier ministre, pour qu'on puisse dégager un fonds pour les 145 territoires, et c'est une idée géniale du chef de l'État. Nous voudrions également informer les membres du gouvernement que nous avons un site, le site du Sénat, c'est www.senat.cd. Sur ce site, vous pouvez lire nos rapports de vacances. Pour le rapport qui sera adopté d'ici demain, dans 2, 3, 4 jours, il sera logé sur ce site-là et ça vous permet de voir les préoccupations soulevées par les différentes provinces. Avant que je ne libère les membres du gouvernement, je voudrais insister aussi sur le fait que les provinces doivent travailler. Je me rappelle qu'à un moment donné, nous avions disponibilisé une équipe qui devait accompagner les provinces dans l'élaboration de leur plan de développement, mais on a senti des faiblesses, beaucoup de faiblesses. Pourtant, nous avions mis les équipes à la disposition des provinces. Donc, sur les 26 provinces, pratiquement, lorsque nous quittions les affaires, il n'y avait que 14 qui avaient pu présenter leur plan de développement. Donc, là aussi, les gens doivent travailler parce que c'est bien de réclamer qu'on s'occupe de vous, mais vous devez être en mesure vous-même d'exprimer vos besoins et vos priorités. Donc voilà, je vais donner la parole au collègue Makila avant de libérer les membres. Moi aussi, honorable président. Oui. Moi aussi, oui, monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, je voudrais que cela soit une recommandation, parce que je ne vois pas un sénateur dans cette salle aller déranger un ministre pour un oui ou pour un non. Si un sénateur se déplace
va voir un ministre dans son bureau, c'est qu'il y a une bonne raison. Si le ministre ne peut pas le recevoir parce qu'il est occupé, on est tous passés par là, peut bien confier le sénateur à son directeur de cabinet. Mais laisser un sénateur dans une salle d'attente, dans le couloir, pendant des heures et des heures, ça ne nous honore pas. Donc, je voudrais vraiment que, Monsieur le Président, que cela soit compris par les membres du gouvernement, parce que nous n'avons pas un cadre de concertation avec les membres du gouvernement. Et si nous venons, c'est pour représenter nos populations. On ne peut pas, un sage de la République, le laisser moisir dans un couloir. Je dis, je vous remercie, Honorable Président. Merci beaucoup. Nous saisirons le Premier ministre qui est le chef du gouvernement quant à ce. Collègue Matata, vous serez le dernier à intervenir.